Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Clique dans La Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions. On parle de cinéma, de jeux vidéo, de littérature, de manga, on parle de culture. Et aujourd'hui, on va parler de choses qui font peur avec la saga Resident Evil. Et pour parler de la saga Resident Evil, nous avons des invités de choix, à commencer par Bruno. Bruno, bienvenue. Tu es auteur, podcasteur, notamment de ce joli livre avec une édition collector paru chez Omake Books, voilà. Qui sort le 29 avril. 29 avril, oui. 29 avril. Bientôt, donc très bientôt. Pile au bon moment, hein. Tu retraces un petit peu l'histoire de Resident Evil, je recommande à tout le monde. Ouais. Très bien. Merci. Bienvenue chez nous. Merci pour l'invite. Voilà. Très plaisir d'être là. À côté de toi, Carole Quinten. Bienvenue, Carole. Bon, alors, est-ce que j'ai besoin de te présenter? Tu es créatrice de contenu, youtubeuse. Je ne sais pas si on dit ça ou pas. Moi, j'aime bien créatrice de contenu. Créatrice de contenu, mais tu officies dans le jeu vidéo depuis de nombreuses années et tu es une grande fan de Resident Evil. Voilà. Oui, je suis contente d'être là. Et c'est ta première avec nous. Absolument. J'ai un plateau que de nouveau aujourd'hui. Ouais, c'est bien. Bienvenue encore une fois. Merci. Et à côté de toi, Laurent, bienvenue. Tu es passionné ultra de Resident Evil. J'ai même fait des reportages chez toi. Il fut un temps. Tu es également sur Twitch où tu animes Point de vue social. Donc c'est... Voilà, qui n'a rien à voir, mais qui est très intéressant. J'invite les gens à aller jeter un petit coup d'œil. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité aussi. Avec plaisir. Donc, on est réunis aujourd'hui tous autour d'une même passion. J'ai envie de dire Resident Evil parce que, mine de rien, c'est une saga qui a commencé en 96, qui a traversé le temps, les générations de consoles et également les joueurs. Donc, on va revenir un petit peu sur ce qui fait le sel de cette saga. Et j'ai envie qu'on commence même avant. Qu'est-ce qui se passe avant Resident Evil ? Oui, parce que tout ne part pas de Resident Evil, mes amis. Qu'est-ce qui se passe avant? Est-ce que, Bruno, tu peux nous dire, avant qu'on arrive à Resident Evil, il se passe pas mal de choses. Il y a plein de choses, oui. Comme d'autres médias, l'horreur va intéresser le milieu du jeu vidéo très rapidement. Alors, c'est difficile de déterminer le premier jeu horrifique, mais parmi les premiers, il y a Haunted House, Maison hantée sur Atari 2600. Ça, c'était en 81, donc ça remonte. 2 ans après, on a des adaptations de Massacre à la tronçonneuse, Halloween. Alors, c'est des gros blocs, Atari 2600, c'est des gros blocs, donc l'imagination doit vraiment fonctionner. Il y a plein de petites choses. Après... Au Japon, en arcade, on va beaucoup s'inspirer de l'imagerie horrifique classique dans des séries comme Ghosts and Goblins, d'ailleurs, qui a un rapport aussi avec Resident Evil. On peut parler du Castlevania de Konami, etc. Donc, du jeu d'horreur, il y en a toujours eu. Au Japon, ils appellent ça le horror game. Il y en a toujours eu de différentes sortes, de l'action, de l'aventure, etc. Pour moi, les dates importantes avant Resident Evil, avant 96, donc, c'est surtout 95, avec un jeu qui s'appelle Clock Tower sur Super Nintendo, Super Famicom, où là, on est dans un manoir, on est une jeune fille qui doit échapper à un petit bonhomme, genre bossu de Notre-Dame, avec une énorme paire de ciseaux, il faut se cacher, etc. Là, c'est vraiment l'horreur pure et dure dans un manoir. Et il y a un jeu aussi qui s'appelle D. Qui était sorti sur 3DO notamment. 3DO, exactement. Saturn, PlayStation, qui était très cinématique, avec beaucoup de mise à mort. Et puis, si je remonte un petit peu avant, 92, bien sûr, il y a un fameux jeu dont on va reparler, je pense, un jeu français, Alone in the Dark. Voilà. Et tu n'as pas cité Sweet Home. Parce que je sais que Carole allait en parler, donc au niveau d'une galanterie... magnifique. Carole, est-ce que tu peux nous parler de Sweet Home, qui est une adaptation de film? Mais tout à fait, adaptation du film, donc du même nom. Et Sweet Home donc, était sorti sur Famicom à l'époque. Et c'est vrai que... Nintendo NES. Donc là, c'est exactement japonaise. Ça, voilà, la Nintendo japonaise. Et Shinji Mikami, effectivement, avait été... on lui a demandé d'adapter, de s'inspirer de tout un tas de films d'horreur, de jeux d'horreur. Et au-delà de Romero, c'est vraiment le jeu qui a inspiré Resident Evil. On se retrouve dans une maison, il y a je crois 5 personnages qui vont arriver dans un manoir. Voilà, c'est un RPG, donc il y a des combats au tour par tour d'ailleurs, il me semble, et qui vont évoluer dans cette maison.
Et donc, ça a fortement inspiré Resident Evil. C'est vraiment la base, c'est vraiment inspiré de Sweet Home. C'est une légende vivante, en fait, qui est derrière ce jeu. C'est Yoshiki Okamoto, qui est aussi derrière Ghosts & Goblins, DuckTales, Megaman. Des petits jeux, un poil connus. Et c'est d'ailleurs lui, justement, qui va prendre Mikami sous son aile chez Capcom, puisqu'à la base, Resident Evil, le projet, c'est de faire une suite spirituelle, en fait, à Sweet Home. Voilà. Et pourquoi, justement, le jeu n'adapte pas le film littéralement, parce que c'est pas une adaptation du film comme on le disait là. Sweet Home, il reprend des codes plus généraux du film d'horreur des époques précédentes, quoi. Il reprend la trame principale, c'est-à-dire un artiste qui est censé être disparu, dont l'esprit occupe une immense bâtisse. Mais Okamoto en profite pour, comme tu le disais, un petit côté RPG, plusieurs personnages qui doivent collaborer. Et on retrouve déjà l'ouverture des portes en vue à la première personne. C'est sur Famicom, mais voilà, avec un peu d'imagination, on y croit. Il y a des zombies, il y a pas mal de petits éléments qu'on va retrouver aussi dans Resident Evil. Mais oui, ça mixe RPG, aventure, horreur. C'est un mélange assez improbable, mais qui a marqué, quoi. Alors, on va revenir sur Shinji Mikami dans un instant. Il était important de faire cette petite contextualisation parce que aujourd'hui, les zombies, c'est quelque chose qu'on voit partout. C'est quelque chose de très populaire. Et on va le voir dans les inspirations de Resident Evil. On va expliquer le pourquoi du comment. Mais le jeu d'horreur a été fortement inspiré par le cinéma d'horreur. On a cité Castlevania, par exemple. Oui. Et il faut savoir que les vampires, c'était quelque chose de très populaire à l'époque. Dans les années 80, 90, on a eu évidemment Entretien avec un vampire, on a eu Vampire de John Carpenter, Dracula, etc., etc. Mais il y a eu plein de fantasmes autour de l'horreur qui ont été répercutés dans le jeu vidéo. Revenons maintenant sur Shinji Mikami. Est-ce que, Laurent, tu peux nous en dire un petit peu plus ? Parce que Resident Evil, ce n'est pas seulement Shinji Mikami, mais c'est quand même une pièce centrale. Il y a plusieurs personnes qui se cachent derrière ce jeu, évidemment. Donc, Shinji Mikami a apporté des choses qu'il avait déjà mis en place dans Sweet Home. Donc, comme tu as dit, les portes. Il y a aussi le dernier boss avec la transformation. Donc, Mamiya qui devient une espèce de créature difforme à la fin. Donc, on retrouve un petit peu tous les codes qui ont été un petit peu améliorés. Et également, on va dire... une inspiration, on va revenir là-dessus, mais pendant des années, Shinji Mikami a dit qu'il ne connaissait absolument pas Alone in the Dark, mais dans Alone in the Dark, là où Sweet Home était en 3D ISO, un peu comme... le terme n'est pas bon, mais un peu comme Zelda Link to the Past, où on était vraiment vu de dessus, avec des petits sprites qui se baladaient les uns derrière les autres, où là, on va avoir une vue dans Resident Evil qui est un peu similaire à Alone in the Dark. Avec en 3D précalculé, si je dis pas de bêtises. Exactement, c'est des caméras fixes, en fait, avec des décors qui ne bougent pas, et avec les personnages qu'on dirige dans des décors où il y a la caméra qui ne suit pas les personnages. Je t'arrête un petit peu, puisqu'on en parle maintenant. Alone in the Dark, c'est un monument du jeu vidéo, un jeu vidéo français. Frédéric Rénal, Infogrames, Cocorico. Qu'on salue. C'est un jeu vidéo d'horreur qui va vraiment jouer sur la tension. Dès le début du jeu, on va avoir un petit piège qui va nous faire douter pendant tout le jeu, mais qu'on retrouvera au final pas. C'est vrai que moi, j'ai déjà interviewé Mikami. Quand je lui parlais de Alone in the Dark, il réfutait pas. Il disait « Ah oui, peut-être... On sentait qu'il y avait une petite gêne. Voilà, il y avait une petite gêne. Alors, comme tu le disais, on retrouve quelque chose de marquant, déjà visuellement, c'est-à-dire des angles de caméra, mais on en parlera un petit peu plus quand on détaillera le jeu Resident Evil en lui-même. Mais ouais, Mikami va prendre ces inspirations-là. C'est ça, il va s'inspirer aussi du cinéma d'horreur. Donc c'est vrai qu'on va voir, contrairement à Alone in the Dark, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus cinématographique, avec pendant de longs moments une absence de musique, où on va vraiment jouer sur la tension, sur les bruitages, sur le fait qu'on ne sait pas trop ce qui se passe dans la maison. Le premier Resident Evil se passe dans une maison, dans un manoir. C'est limite un huis clos pendant une bonne partie du jeu, une première partie du jeu, Resident Evil, le premier, non ? Ah bah oui, tu es tué dans le manoir Spencer, après tu es dans la maison du gardien, alors tu vas passer par des extérieurs, mais le 3/4 du temps, c'est le manoir Spencer et tu te sens vraiment enfermé, confiné, mais ce qui ajoutait vraiment à la peur, c'est les caméras fixes. Ça, on y reviendra, j'imagine, un petit peu plus tard, où on peut en parler. Voilà, on peut en parler maintenant. Je voulais qu'on fasse un focus sur Mikami, mais on va en parler en transversal. Pourquoi on parle beaucoup de cinéma ? Pourquoi on parle beaucoup de ses influences ? Tout simplement parce que, comme on l'a dit, on a des caméras fixes, des cadrages, en fait. C'est vraiment des cadrages. De la pure mise en scène, quoi. Voilà, ça joue énormément sur le hors-champ. Ouais. Avant de détailler
tout ceci sur le jeu en lui-même. Les influences, la première influence pour moi qui me vient à l'esprit, et je pense que je ne suis pas le seul, mais c'est le cinéma de George A. Romero, qui est le papa vraiment du film de zombies. La différence, c'est que Romero faisait des films très politiques. Et il avait des messages derrière ces films qui étaient des films d'horreur, donc La Nuit des Morts Vivants, on en a un tas de films, jusqu'à vraiment une inspiration qui se ressent dans même le genre survival. Parce qu'on a parlé de Resident Evil, on a parlé de Sweet Home, on n'a pas parlé du genre survival horror. Pourtant, Resident Evil, c'est du survival. Qu'est-ce que c'est le survival horror ? C'est un terme marketing à la base, c'est Capcom qui sort ça de son chapeau pour catégoriser Resident Evil, en fait. Ils se rendent compte qu'ils ont quelque chose d'important, après un développement chaotique, et ça va coller à la série tout du long. Et donc, pour vendre leur jeu, c'est vraiment une accroche marketing, c'est un survival horror. Le terme n'avait pas été utilisé avant, on parlait de jeux d'horreur ou d'horror game. Et là, c'est toute une nouvelle vague qui va s'ouvrir, on en parlera plus tard, mais ce terme-là va être retenu, puisqu'il va tellement marquer en fait, Resident Evil que tout ce qui va suivre Resident Evil, tous ceux qui vont s'engouffrer dans le genre, on va les appeler survival horror. Mais à la base, c'est une accroche de Capcom en fait, pour vendre son jeu, quoi. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en vrai, on a catégorisé le cinéma d'horreur déjà, parce qu'on avait les slashers, par exemple, pour catégoriser certains types de films d'horreur. Le survival horror, est-ce qu'on peut le comparer justement au cinéma ? On va se dire que ça a des codes très précis. C'est un ou plusieurs personnes qui sont larguées dans un environnement et qui doivent survivre dans un environnement inconnu et infesté de choses qu'ils ne connaissent pas. Ce qui peut caractériser le survival horror, c'est effectivement l'horreur, des monstres, des fantômes, mais c'est aussi le fait de devoir gérer en fait, son inventaire. Ça, c'est quelque chose de très important dans les Resident Evil. Il va falloir gérer ses balles, tout ce qui est munitions, ses armes, les soins, etc. dans très peu de slots. Alors Jill Valentine, dans le premier épisode, elle en avait plus que Chris Redfield, puisqu'on avait 2 personnages, respectivement le mode normal et le mode plus facile avec Jill Valentine. Et on va devoir gérer tout cela, gérer ses balles, c'est vraiment à la balle. Et c'est ça aussi qui fait que ces jeux d'horreur survie sont des jeux de survie également, bien sûr. La plupart du temps, les zombies, il fallait les esquiver, quoi. Si on tuait tout ce qu'on croisait dans les couloirs, très rapidement, on se retrouvait avec son couteau. C'est-à-dire qu'on n'avait pas assez de balles pour nettoyer complètement le manoir. Et pour revenir sur Mikami, d'où il vient Mikami à la base et quelle est la première équipe sur Resident Evil ? Mikami, d'où il vient très rapidement, j'aimerais évoquer un petit peu l'avant Capcom très rapidement, parce que c'est super intéressant en fait. C'est que Mikami, il est né en 1965, dans une ville au sud du Japon, et il a une enfance très difficile en fait. Il a un père qui est très violent, qui est très dans l'humiliation, et vraiment il n'a pas beaucoup de moments pour s'évader à part faire du vélo avec ses copains. Et c'est grâce à un copain lycéen qu'il va découvrir le jeu vidéo en fait. Ce Mikami, quand il est lycéen, c'est surtout les arts martiaux, Bruce Lee, le catch aussi, qui l'intéresse. Et il y a un de ses copains lycéens, un petit filou, qui laisse traîner une page de pub qu'il a déchirée dans un magazine, qui parlait d'un jeu d'arcade de Sega qui s'appelle Apu, un jeu de catch. Il laisse ça dans sa chambre, il laisse ça chez son pote Mikami, il s'en va. Mikami tombe là-dessus, il fait ça a l'air sympa. Il va dans la salle d'arcade découvrir le jeu, et c'est là qu'il découvre le jeu vidéo. Et à la base, Mikami, ce qui est rigolo, c'est qu'il rate l'examen d'entrée de chez Capcom, en fait, au début. Il le rate, il est complètement recalé, il rate l'écrit. Parce qu'il fallait un examen pour rentrer chez Capcom. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que Capcom, il faut recontextualiser. À l'époque, c'est Street Fighter, c'est Megaman, c'est un monstre. Voilà, exactement. Tu as raison. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est encore un de ses copains qui va lui dire qu'à l'hôtel Hilton d'Osaka, il y a Capcom. Donc ça, c'est quand Shinji Mikami est jeune diplômé à la fin des années 80. Capcom organise une campagne de recrutement. Et Mikami, lui, c'est plus le buffet gratos qui l'intéresse à la base. Et il se dit, tiens, je vais pouvoir aller grailler un peu gratos. Il y va, et sur place, il rencontre des grands pontes de Capcom, il discute avec eux, tout ça. Et le discours de Capcom le galvanise. Quand il y a un discours conquérant, il dit, tiens, peut-être pour mon avenir, ça peut être une place sûre. Voilà. Mais il rate l'examen. Sauf qu'une semaine après, on le rappelle chez lui, et finalement, on le prend. Et on apprendra finalement que justement c'est des grands pontes chez Capcom. Donc on parlait d'Okamoto et surtout une légende encore plus grande qui est Monsieur Fujiwara, qui lui va rappeler Shinji Mikami et d'autres recalés pour les repêcher ce qu'ils ont besoin d'employer. Est-ce que tu peux nous dire
très rapidement, qui est Fujiwara, puisqu'il a eu quand même, c'est quelqu'un d'important. C'est quelqu'un de très important. Alors, Tokuro, là, qu'on voit là, Fujiwara, c'est le créateur déjà de Sweet Home, hein, dont on parlait tout à l'heure. Il est à la base de grandes sagas de chez Capcom. On le retrouve dans les Ghosts and Goblins, dans les Mega Man, DuckTales, etc. Et c'est lui qui va vraiment prendre Shinji Mikami sous son aile. C'est lui qui va vouloir lancer le projet donc, de la suite spirituelle Sweet Home. Et c'est lui qui, un jour, va convoquer Mikami dans son bureau. Mikami qui s'ennuie parce qu'il travaille surtout sur des jeux Disney. La bande à Dingo. Voilà, Goof Troop, Aladdin Aladdin, Super Nintendo. Meilleure version, voilà, je vais me fâcher avec plein de monde. Oh non. Et désolé. On peut finir en 1 heure. Hein. Voilà. Et du coup, il le convoque dans son bureau, il lui demande est-ce que tu aimes avoir peur Il demande ça à Mikami, et Mikami dit non, j'aime pas avoir peur. Il fait bon, Banco, c'est toi qui vas t'occuper de la suite spirituelle de Sweet Home, parce que pour Fujiwara, si on n'a pas peur, si on déteste pas avoir peur, on peut pas faire un bon jeu d'horreur, quoi. Donc il prend Mikami, et on parlait de cinéma, Mikami il est bercé par Romero, comme tu le disais, le film Dawn of the Dead, donc Zombie chez nous, l'a beaucoup marqué, c'est ça qui va l'inspirer au début. Voilà. Même s'il part sur un trip fantôme au début, Mikami, il veut faire un truc avec des fantômes, mais bon, finalement il repense à Romero, il pense à Massacre à la tronçonneuse, voilà, plein de films comme ça qui vont l'inspirer. Donc merci pour cette recontextualisation de Mikami, non mais très intéressant, parce que on le voit qu'il va développer des jeux donc, sur NES, sur Super NES. À la base, Resident Evil, il n'était pas prévu pour la PlayStation. Si, il a directement été prévu sur la PlayStation. Si. En fait, la machine répondait vraiment aux inspirations cinématographiques de Mikami. Donc très rapidement, c'est comme la PlayStation qui est à l'époque, c'est la bombe, quoi. C'est le monstre de puissance, c'est la 3D. D'ailleurs, au début, ils essayent de faire un jeu en vue FPS. Voilà. Ouais. Mais ça marche pas très bien. Shinji Mikami est pas satisfait. Moi, j'avais entendu une version comme quoi il voulait développer un premier jet sur Super Nintendo, justement en vue FPS, et que finalement, vu les limitations techniques, tout ça, c'est pas avéré. Le souci, c'est que quand on revoit pas mal d'interviews, parfois il y a des infos qui se contredisent. Donc globalement, ils sont tous d'accord pour dire on était parti sur une vue FPS sur PlayStation. Sauf que ça ne marche pas du tout. Shinji Mikami ne trouve pas ça bon. Et d'ailleurs, ça va créer beaucoup de tension dans l'équipe parce qu'il veut rebooter le projet à ce moment-là. Alors, il commence à développer en vue FPS, du coup. Voilà. Ça, c'est dès... parce qu'il a 29 ans, il se retrouve directeur. Parce qu'avant, il n'était pas directeur, il se retrouve réalisateur. À 29 ans, on lui met une équipe de 30 personnes, donc il potasse dessus. Il bosse de nombreux mois sur cette vue FPS, et puis du jour au lendemain, il dit non, il dit ça va pas, on recommence. Certains de ses collaborateurs sont exaspérés, vont même demander de transférer dans d'autres projets. Ce Shinji Mikami, réputé très dur, il a un caractère bien trempé, voilà. Il est très très dur, peut-être ça vient aussi un peu de son enfance, je sais pas, mais il a une intransigeance qui est quand même là. Il veut l'excellence à chaque fois, et donc il reboot complètement, et c'est là, il se creuse la tête, il sait pas comment trouver la solution, et c'est là qu'il voit Alone in the Dark. Chose qu'il avouera quand il ne sera plus chez Capcom, chose qu'il a réfutée pendant des années, c'est Alone in the Dark, donc ces plans aux angles de caméra précalculés en 2D, ces personnages, ces éléments 3D, qui vont lui donner le déclic, quoi, et dire on part là-dessus, quoi. Et là, on arrive en 1996 avec l'arrivée de Resident Evil. Alors, la révolution 96. La PlayStation, comme tu le disais Bruno, c'est une console qui va tout exploser, qui va rabattre les cartes du jeu vidéo. Qu'est-ce qui se passe quand vous découvrez Resident Evil ? Alors déjà, moi, je me teasais beaucoup à l'époque parce qu'il est sorti 3 à 4 mois après le Japon en France, c'était pendant l'été. Et moi, je me gavais des magazines qui publiaient des screenshots, je guettais la moindre image que je n'avais pas déjà vue 100 fois ailleurs. Et donc, voilà, on a tous notre petite histoire pour notre première partie. C'est-à-dire que moi, je l'ai acheté immédiatement. Je suis arrivé chez moi, j'ai éteint mon tatou texte à l'époque. Voilà. Je suis beaucoup plus vieux que ce que voilà. Et donc, on débranche le téléphone, on ferme les volets. Je crois que Julien Chiez, c'était carrément mis dans la forêt, je crois, dans une cabane. Il y a toute une histoire là-dessus. Les premières parties de Resident Evil, c'est quelque chose de vraiment, on savait que c'était quelque chose de cinématographique, donc on voulait vraiment s'ambiancer, se mettre dans les meilleures conditions possibles. Et c'est vraiment, on va reparler du gameplay après, mais c'était vraiment quelque chose qui était oppressant.
et où il fallait vraiment s'investir parce que le gameplay était fait de telle manière que chaque fois que tu passais une porte, tu te disais est-ce que je vais perdre l'heure de gameplay que je viens de faire ? Tu pouvais mourir à tout instant. Et il y avait un système de sauvegarde qui était très très cruel parce que tu ne pouvais pas sauvegarder quand tu voulais, et, voire même des fois tu ne pouvais pas sauvegarder. Donc il fallait gérer son inventaire, comme tu disais Carole, au niveau des balles, au niveau des soins, mais aussi au niveau des sauvegardes. Des rubans. On ne pouvait pas sauvegarder quand on voulait, il fallait trouver des objets qui te permettaient de sauvegarder ta partie et de pouvoir arrêter de jouer. Donc il y a beaucoup de gens qui ont laissé tourner à la PlayStation pendant des week-ends entiers parce qu'ils n'avaient plus de quoi sauvegarder, ils ne voulaient pas éteindre. C'était une période assez traumatisante pour beaucoup d'entre nous. Donc on se disait, je sauvegarde là, je sauvegarde pas là, il me reste un ruban, qu'est-ce qui se passe ? Et puis il y a une chose importante, c'est qu'il y avait aussi des cartes mémoire encore à l'époque. Les cartes mémoire, sur c'était support CD, il y avait rien d'inconstant, il fallait acheter des cartes mémoire, donc on s'échangeait les sauvegardes, voilà, on essayait de gruger un peu comme on pouvait, mais c'était, il y avait vraiment une communauté déjà à l'époque qui commençait à se développer, où c'était du bouche à oreille. À l'époque, il n'y avait pas Internet, je me souviens plus trop, 96, ou en tout cas on n'avait pas tous Internet à la maison. Ah non, clairement pas. C'était vraiment le début, quoi. On se regroupait dans les magasins de jeux vidéo de quartier, on se mettait les cartes mémoire sur les 2 slots pour faire des échanges de trucs, pour voir, ouais, t'es passé par là, comment t'as fait, c'est dans quelle pièce qu'il faut aller, je suis bloqué. Quoi, il faut le diamant, il est caché où ? Bah, dans la statue, il faut la faire tomber. Enfin, c'était vraiment, on se refilait vraiment les astuces entre nous. C'était déjà une bonne prise de tête, j'ai envie de dire, dès le début. Le côté puzzle game était quand même... Il y avait des énigmes, mais elles étaient vraiment tordues, quoi. Oui, on va revenir sur les éléments de gameplay juste après. Ouais. Toi, Carole, ton premier souvenir de Resident Evil, quand tu mets le CD dans ta PlayStation, qu'est-ce que ça... Le frisson. Le frisson total, parce que pareil, il est sorti au mois d'août, si je ne m'abuse, et j'avais passé des heures et des heures à regarder quelques screenshots sur des magazines. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois tout des jeux avant qu'ils arrivent. Tu vas sur YouTube, tu as tout. Tu as le premier trailer, le deuxième, le troisième, le trailer de lancement, tu vois tout le jeu. Et effectivement, avec l'arrivée des streamers, youtubeurs et compagnie, on voit tout. Là, tu sais rien. Tu as 2-3 screenshots. Et moi qui étais fan de films d'horreur, je me disais, tiens, ça y est, je vais être dans un film d'horreur, mais je vais vraiment incarner le personnage, je vais être actrice et pas seulement spectatrice, et c'est ce qui fait aussi toute la différence. Et je me souviens que je m'étais mise totalement dans le noir, effectivement, dans ma chambre, et j'en pouvais plus, il fallait pas me déranger, il fallait pas me parler, j'étais sur mon Resident Evil. Je trouvais ça magnifique à l'époque, et même aujourd'hui. Alors quand on regarde le premier Resident Evil, pas le Rebirth qui est arrivé plus tard sur GameCube, ça peut piquer un petit peu, mais c'était très très beau pour l'époque, très cinématographique. Il y avait cette musique aussi, la musique a énormément d'importance aussi dans Resident Evil. Et son absence parfois. Et son absence aussi, parfois c'est simplement une ambiance en fait posée. Il y avait aussi ces moments inoubliables, quand on arrive dans un couloir et que les chiens passent à travers la fenêtre. Il y a aussi toutes ces petites choses qui font que Resident Evil est différent. Il n'y avait pas que des jumpscares, il y avait aussi toute cette ambiance. On a parlé des énigmes aussi, je sais qu'on y reviendra plus tard, mais pour moi, c'est ce qui fait aussi le charme de Resident Evil. Pour moi, Resident Evil, c'est avant tout une série d'ambiance. Beaucoup disent qu'après, on est parti vers l'action. Pour moi, la vraie action, elle est arrivée un petit peu avec... Allez, le 2, Nemesis, et après avec Resident Evil 4. Mais on va détailler les mutations. On va détailler cette transformation que moi, j'ai moins appréciée après le 4. Mais pour moi, c'était l'ambiance, en fait. L'ambiance du jeu. Je me sentais bien dans le manoir Spencer. Effectivement, la difficulté à trouver des rubans encreurs pour pouvoir sauvegarder, à gérer ses munitions, à dire, oh là là, il faut que je garde mes balles, à raser les murs. Il y a plein de souvenirs, en fait. Resident Evil, ça a vraiment marqué ma vie de joueuse, ouais. Et toi, Bruno ? C'est un choc, c'est la première fois que j'ai peur dans un jeu vidéo en fait. Je pense que pour beaucoup de monde, c'est la première fois qu'on a peur. J'avais déjà 20 ans pourtant à l'époque, mais c'était un choc quoi. On avance à tâtons dans le manoir, on a peur de croiser un zombie. Puis il y a une maturité, j'aime bien me refaire le premier régulièrement, il y a une maturité pour un jeu de 96 qui est quand même assez exceptionnel. Il y a ce hors-champ, il y a ces cadrages qui sont vraiment finement pensés. Les ennemis sont placés à chaque endroit, il y a un sens du rythme qui est quand même hyper étudié quand on décortique le jeu. Et ouais, c'est la première fois qu'on a peur en fait, qu'on a l'impression de vivre un film d'horreur. La musique concourt beaucoup. Et puis tout le sound design aussi. Le sound design le parquet, le râle des zombies. Les hunters. Les hunters. Et le hunter qui arrive à un moment très précis du jeu, c'est que... Alors je vais recontextualiser... Pour les gens qui n'auraient jamais joué, c'est-à-dire qu'à un moment du jeu, on passe de simples zombies au-delà des boss
à un autre type d'ennemi Voilà. qui est fortement plus agressif. C'est ça. Oui, qui peut te décapiter en un coup de griffe. On s'est tous fait décapiter la Ah première oui, fois, oui, je oui, pense. Une fois ou deux. Ouais, Oui, c'est Et voilà, il ça, intervient ouais. un moment vraiment savamment bien pensé, c'est qu'au début, tu as très très peur dans Resident Evil, tu as toujours peur, mais tu t'armes quand même petit à petit, tu commences à prendre un peu la confiance, et il y a un moment dans le jeu, donc sans spoiler, tu dois t'éloigner un peu du manoir, tu reviens, et là, le Hunter arrive, et tout ce que tu as acquis jusque-là, toutes tes stratégies, tout ça, tout part à volo, parce que là, tu as un nouvel ennemi qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus agressif, et c'est le Hunter, quoi. Et c'est un ennemi qui a énormément marqué. Et d'ailleurs, Shinji Mikami a eu l'idée du Hunter en voyant Massacre à la tronçonneuse, en fait. La première attaque du Laserface, quand il attaque sa victime, coup de c'est ça marteau, qui lui a donné l'idée du Hunter de surprendre le joueur. C'est effectivement la première fois qu'il arrive, on entend les griffes sur le parquet, etc. Et bon, en général, on se fait tous décapiter la première fois, et puis voilà, on a compris. Et justement, la manière dont le Hunter est introduit dans Ah, la Resident petite Evil cinématique. est fantastique. Cinématique, en vue subjective, tu sais pas ce qui t'arrive, Eh et oui. tu vois cette main crochue, griffue, qui s'accroche à la poignée de la porte. Toi, tu es au bout du couloir, tu le vois pas arriver, et là, tu te fais décapiter. Et c'est fantastique. Et Fantastique. c'est très intéressant de parler de cinématique parce que vous ne l'avez pas évoqué, mais il y a cette fameuse L'introduction cinématique. live, voilà, kitsch. absolument extraordinaire. Voilà, incroyable, avec un doublage Avec magnifique. le No Don't Go de Chris, voilà. Alors, c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est peut-être une des cinématiques les plus marquantes du jeu vidéo, filmée en prise de vue réelle, qui décrit l'équipe des Stars, hein, donc l'équipe qui va arriver dans ce fameux manoir Spencer où va se passer principalement l'action de Resident Evil 1. Et poursuivi par des chiens qu'on retrouve très rapidement. D'ailleurs, moi, c'est un de mes premiers souvenirs de Les Resident Evil. Cerbères, ouais, les chiens zombies. Comme beaucoup, c'est le couloir avec les chiens qui passent par la fenêtre. Il y a des manettes qui ont volé. Il y a des manettes qui clairement, il y a volaient. des manettes qui ont volé. Mais alors, Complètement. tu parlais d'ambiance, Carole, c'est Oui. très juste, parce que moi aussi, quand j'y jouais, je fermais mes volets, je me mettais dans le noir. Eh oui. Et parfois, j'arrêtais de jouer parce que ça faisait vraiment peur. Alors, c'est peut-être fou pour les gens des générations d'aujourd'hui, parce qu'on a des choses qui sont très réalistes aujourd'hui. On est parti dans le gore, dans quelque chose qui est complètement différent. Là, on était vraiment sur de l'ambiance, sur de la terreur et sur, tu le disais, du hors-champ. Ouais. Et il y a évidemment le système de porte. Carole, tu peux nous, Oh là là, nous un parler des système de portes. porte Le cache-misère. qui était- Voilà, exactement, qui cachait les temps de chargement. En fait, ça palliait à ce temps de Il chargement. faut savoir, la PlayStation Donc, 1, il y avait des temps de chargement parfois qui... Exactement, il n'y avait pas de SSD, nous n'étions pas sur la PS5, Oui. et c'est vrai que ça prenait du temps. Donc pour habiller, et c'est vrai que c'est inspiré aussi de Sweet Home, bien sûr, c'est ça. pour pallier à ça, pour occuper et habiller le jeu, on avait ces portes qui s'ouvraient comme ça, tout doucement. Et c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose que Capcom aurait même dû garder, même à l'heure d'aujourd'hui, parce que ça avait énormément de charme, et tu te demandais toujours ce que tu allais découvrir derrière cette porte. En fait, ça ajoutait encore à la pression, et ça donnait un cachet à l'expérience. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais c'était pour cacher les temps de chargement, oui. Oui, pour cacher des temps de chargement, pour aussi se dire que finalement, d'une contrainte, on en fait un atout. Exactement. Ça, c'est quelque Ça fait chose de monter fort. la pression. Même quand on monte un escalier, il y a les marches comme ça, avec la mise en scène, avec les marches en 3D. Mais Et encore une c'est fois, un tout est élément, une question de rythme, en fait. Hein. C'est un élément qu'ils avaient repris d'ailleurs on y reviendra sur tous les épisodes de la saga, mais sur Resident Evil Révélation sur 3DS, Oui. il y avait des phases dans l'ascenseur qui étaient très très longues parce qu'en fait il n'y avait jamais de temps de chargement. On pouvait faire le bateau en entier, mais ils les avaient cachés. Le Queen À Zenobia. Noirappier, le Queen Zenobia, et quand on prenait l'ascenseur, des fois on disait mais il met combien de temps à faire 2 étages? Ça chargeait, ça allait chercher, ça chargeait les textures de la salle d'après. Ouais. Bah, c'est des techniques de dev, quoi. C'est Oui, mais finalement, ça reste pour moi un coup de génie. Ah bah, c'est iconique, tout quoi. à fait. Et ils s'en sont même moqués parce qu'il y a un moment d'anthologie pour moi dans le 2 où il y a une porte qui s'ouvre, parce que dans le 2 on retrouve cette même technique de masquer les temps de chargement avec l'ouverture de porte. Et à un moment donné dans le 2, tu ouvres une porte et tu as 2 zombies dans la cinématique de l'ouverture de porte qui te sautent dessus avec la musique qui démarre. Et voilà, ils se sont joués de ça aussi. Ils jouent avec la Et bêtise. c'est génial. Pour revenir sur le 1, vous parliez de silence. Parfois, on était en plein dans la musique, une porte s'ouvrait et le son se coupait. On vous dit qu'est-ce qui va nous arriver, qu'est-ce qui va tomber. Tu sais que c'est pas bon, là. Tu sais que Et c'est voilà. pas bon. Hein. Ça En général, s'enrousille, c'est en qu'on fait. va. Voilà. Mais ouais, non, ils jouaient de ça. C'était assez. C'est toujours pareil, des contraintes nées la créativité, quoi.
Ah, d'accord. Et pour revenir un petit peu sur le jeu en lui-même, sur le 1, on a des ennemis donc, qui sont principalement, je dis bien principalement des zombies qui vont être justement inspirés de ceux de Romero, c'est-à-dire qui sont un peu stupides, qui sont plutôt lents, qui ne courent pas, qui vraiment vont être dans la typologie de l'époque. Et c'est une chose que Resident Evil, on va le voir juste après, a su casser et a su évoluer avec son époque également. Le seul truc dans Resident Evil qui est pour moi quand même atypique dans son bestiaire, c'est finalement ce sont les boss. On a des boss incroyables. Ah oui. Ah oui, bah oui, tyran. Tyran, évidemment. La plante 42. La plante 42. Les requins, le Neptune. Le Neptune aussi, parce qu'on parle beaucoup des zombies. Le crocodile, dans R2, voilà. dans le 2. Dans le 0, on avait les singes blancs. On a les araignées dans la maison du gardien. Il y a le serpent aussi. Il y a le serpent géant dans la bibliothèque, dans le grenier et la bibliothèque. Mm. En fait, je pense que les gens... On y reviendra tout à l'heure parce qu'on va parler de RE Village, mais les gens s'insurgent quand ils voient des loups-garous, des monstres et compagnie. Mais en vérité, Resident Evil a introduit tout de suite, au-delà du zombie, tout un tas de monstres différents. Il y a une dizaine d'ennemis différents. Après ça, le zombie, c'est un peu l'ennemi qu'on... Si on zappe les abeilles, évidemment, c'est un peu l'ennemi qu'on retrouve le plus de fois dans le manoir. C'est pour ça qu'il a beaucoup marqué. Oui. Alors que le premier ennemi qu'on rencontre, c'est les cerbères. Au final, c'est même pas le zombie. Mais ils ont un peu leur scène un peu mythique avec le zombie qui croque Kenneth et qui se retourne comme ça. Avec ça aussi, c'est en fait Resident Evil, le premier du nom, va nous livrer des moments iconiques qui vont devenir vraiment des références dans le jeu vidéo. On a donc le premier zombie rencontré qui va se retourner comme ça cette scène, les poils là, les poils. Non, mais j'ai les frissons, c'est incroyable. On a évidemment les chiens, on a plein de choses, on a des twists même scénaristiques dans Resident Evil. Avec le Hunter, on s'attend à tomber sur un zombie parce qu'on sait qu'il y en a un. Avec le Hunter, avec les membres de l'équipe, avec Wesker. Ce cher Albert Wesker, bien sûr. Est-ce qu'on va parler enfin, je sais pas, c'est spoiler. On a même une référence à Hitchcock avec les corbeaux. Bien sûr, mais il y a plusieurs références à Hitchcock. Psychose est une inspiration. Psychose aussi. Code Veronica. Voilà, très fort. C'est un jeu Hitchcockien à fond. Très psychologique. Complètement. Ouais. Comment était reçu à l'époque Resident Evil ? C'était la folie, quoi. Déjà, au Japon, ça a été l'un des premiers jeux PlayStation à atteindre le million. Je crois qu'il finira sa carrière à 5 millions. Alors, 5,5, je crois. Ouais, dans ces eaux-là, sur toute version convenue, sur la première PlayStation. Et c'est un engouement terrible, quoi. Capcom a des retours, ils ne s'y attendaient pas. Le siège au Japon, des retours des joueurs vraiment dithyrambiques. Et puis nous, de notre côté du monde, on voit dans la presse, on voit que les gens commencent à s'emballer de manière assez dingue. Et non, c'est un jeu qui est très attendu. En plus, comme tu disais, il sort en été. Donc, c'est pas une période en plus d'habitude où, en tout cas chez nous, là, en été, où il y a des gros blockbusters de jeux qui sortent. C'est une période où, en général, on casse les petits jeux, voilà. Et là, c'est la folie, quoi. On était en vacances pour pouvoir y jouer tranquille. C'est vrai qu'à l'époque, franchement, tous mes potes, je sais pas, j'avais pas de recul par rapport à ce qui se passait en France, mais franchement, tous mes potes, si t'avais pas Tekken et Resident Evil sur ta PlayStation, t'avais raté ta vie, quoi. En gros, c'était ça. T'as pas Resident Evil. Ils ont joué sur le côté sulfureux aussi, parce qu'à l'époque, c'était Virgin qui distribuait les jeux Capcom. Et il y avait une vidéo qui tournait dans les CD démos des magazines de l'époque. On la trouve facilement sur YouTube, elle est vraiment géniale, où ça nous montre quelques séquences de jeu. Et dès que quelqu'un se fait croquer, il y a un gros bandeau censuré qui apparaît. C'était un peu une vidéo teaser. On voulait voir ce qui se passait, censuré. Alors, il y avait un peu ce côté, vous voyez, maintenant le jeu, c'est violent. Il a provoqué certaines polémiques chez nous. Il y a eu des associations qui ont porté plainte, qui ont voulu porter plainte, qui ont voulu interdire le jeu. Alors c'était la grande mode à l'époque. Il y a des assos qui ont porté plainte sur de tout temps, j'ai l'impression. Que ce soit les films, les jeux, en fait, ça remonte en arrière. C'est juste qu'avec Internet, on s'en rend un peu plus compte parce qu'on a plus de visibilité sur ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'il y a des assos de parents qui ont porté plainte sur je ne sais pas combien de jeux. Alors, Resident Evil, c'est surtout le 2 qui a posé problème. Le fait qu'il y ait des agents de police et qu'on tirait dessus, des agents de police zombies, ça a choqué quand même. Sur la première mouture, il y avait aussi, je ne sais pas si on parle de Resident Evil 1.5, mais il y avait des enfants aussi, donc des thématiques qui sont propres aux films de zombies, parce que c'est très perturbant d'avoir des thématiques qui sont abordées, le fait d'avoir un proche qui devient zombie, est-ce que je le tue, est-ce que je le tue pas, Complètement. Voilà, davantage exploré d'ailleurs dans le remake du 2. Ouais, et de vouloir mettre ça dans un jeu où on est acteur, où on fait la démarche d'appuyer sur un bouton pour attaquer ce qui est en face. Ça peut être perçu comme quelque chose de problématique. Le jeu vidéo n'était pas considéré comme un art, pas au niveau du cinéma, quoi. Et surtout les efforts qui ont été faits. Surtout, j'ai envie de dire, est-ce que Resident Evil, c'est pas un des premiers jeux qui fait passer le jeu vidéo chez les adultes?
Mais il est symbolique de ça, il est symbolique de l'ère PlayStation, où l'image du jeu vidéo devient plus cool, devient plus adulte. Bon, Sony a fait un gros travail là-dessus, ça on y avait parlé d'ailleurs dans l'émission PlayStation. Mais oui, ça fait partie de ces jeux qui sont matures, et pourtant il est mature dans son propos, mais il est mature aussi dans son game design, dans ses mécaniques, etc. Mais oui, il est ce symbole du fait que le jeu peut amener des scènes quand même un petit peu dérangeantes, même si maintenant ça peut faire sourire. C'était une sorte de photoréalisme, sans en être en fait. Mais c'était très réaliste quand même à l'époque. Il y avait l'intro filmée, les bruitages, la musique, etc. On a vraiment l'impression de vivre cette horreur-là. Donc oui, il fait partie de ces jeux symboles où le jeu bascule vers une nouvelle ère, quoi, totalement. Et puis il arrive au moment parfait, puisqu'on est obligé de le lier au cinéma. À cette époque-là, c'est le grand retour du slasher, notamment avec Wes Craven. Oui. Il y a Scream qui va arriver, il y a plein de choses qui se font. Ça redevient cool parce que c'était reparti au début des années 90 dans un truc très cinéma bis, on va dire. Hein. Là, le cinéma d'horreur, de genre, va redevenir cool. Donc il arrive au bon moment. Donc on le voit, succès autant commercial que critique sur Resident Evil. 2 ans après, il me semble, en 98, arrive Resident Evil 2. Oui. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cet épisode. Alors, dans la douleur, pourquoi ? Le développement a été très long, à tel point qu'ils ont dû ressortir plusieurs fois, comme Capcom a l'habitude de faire. Il adore nous ressortir des éditions EX plus Alpha, deuxième feu après le bar tabac, voilà. Donc, ça, c'est on a petite référence à Street Fighter. Hein, on a eu Resident Evil Director's Cut. On a eu au Japon également en 98 Resident Evil Director's Cut DualShock version, qu'on n'a pas eu en France, où on pouvait jouer Resident Evil avec les sticks analogiques DualShock. Bon, il y avait d'autres petits ajouts évidemment. Et il y avait aussi, dans le Director's Cut, on avait donc la cinématique des débuts qui était en noir et blanc, qui était colorisée et qui était non censurée, où là, Chris Redfield, au lieu d'armer son arme, attention, il allumait vraiment sa cigarette, comme dans la version japonaise. Trop la classe. Et, il y avait la version Saturn aussi qui était bien, la version Saturn avec aussi, des nouveaux costumes, moins jolis, mais... Ouais. Il y avait plein d'ajouts. Bon, voilà, ils ressortaient le jeu, ils mettaient des nouveaux angles de caméra, des petits ajustements, des choses ils ont comme commencé à se dire c'est un peu la poule aux œufs d'or aussi. Ils l'ont fait patienter les gens, et ceux qui ne l'avaient pas connu à l'époque, ils pouvaient le redécouvrir. Mais tu dis ça, mais on a l'impression qu'il y a 10 ans qui s'est passé entre le 1 et le 2. C'est 2 ans. Mais en vrai, il y a 2 ans. Mais ils voulaient vraiment garder la flamme, en fait. Il fallait garder la flamme pour pouvoir que les fans soient toujours là quand le 2 arrivait. Et là, Mikami devient producteur sur c'est le ça, c'est Camilla. Oui. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont lancé, dès la sortie du jeu, ils ont lancé en pré-prod le 2, parce qu'ils se sont dit, bon là c'est bon, tiens, un super filon. Donc on lance tout de suite, et Mikami prend la place de producteur et met en réalisateur un certain Hideki Kamiya, qui, quelques années plus tard, sera le papa notamment de Devil May Cry ou de Bayonetta. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard, voilà, c'est pas un hasard. Et Kamiya avait déjà travaillé dans le premier, justement, sur les angles de caméra, etc. Il le promue réalisateur. Sauf que ça se passe vraiment pas bien. Mikami est, comme toujours, foudrage, ça lui plaît pas. Il trouve que, d'un, ça part trop vers l'action, et deux, parce que Kamiya, les films d'horreur, c'est pas trop son truc, il est plus blockbuster hollywoodien, il aime les films d'action, voilà. Et aussi, il trouve parce que ça se passe donc dans un commissariat, et il trouve l'ambiance trop froide, trop réaliste, trop plan-plan presque. Et c'est vrai que quand on voit les images de celui qu'on appellera Resident Evil 1.5, c'est très froid, c'est très dans les bleutés. Bon, ça lui plaît pas. Et en fait, il reboot le. Alors, qu'est-ce qu'on appelle Resident Evil 1.5 ? C'est cette version en fait qui était donc c'est la version première du 2 qui était bien avancée. 40%, c'est ça à peu près de... Alors, comme toujours, il y a vraiment des. Tu ressors les interviews. 40 et 60, je crois. Voilà, il y en a qui disent 72, 40. Ça dépend à qui tu poses la question. Voilà, ça dépend les souvenirs de certains. Puis certains commencent à avoir un âge canonique aussi. Peut-être qu'ils se trompent, je sais pas. Mais oui, en général, c'est entre 20 et 40, 50%. Tu peux le trouver, si tu cherches bien, tu peux. Il y a des fans qui ont essayé de le reconstituer. Voilà, et en fait, c'est Commissariat, c'est Léon S. Kennedy qui est déjà là. Mais là, c'est un autre personnage qui va mourir avec ce 1.5, qui est Elsa Walker, qui doit accompagner Léon. Et voilà, donc c'est celui-là, 1.5, qui va être annulé. Et donc, c'est annulé. Parce que Mikami, ça ne lui plaît pas. Et il annonce en revue de presse qu'on repart à zéro. Entre-temps, il y a des gars de l'équipe qui sont embauchés par Squaresoft en face, aujourd'hui Square Enix, pour aller préparer un petit jeu qui s'appelle Parasite Eve. Oui. Voilà, je pense que l'expérience des gars de Resident Evil va beaucoup servir pour Parasite Eve, parce qu'on voit les deux jeux, voilà, c'est évident. Quand même. Et donc c'est rebooté, voilà, et Kamiya est très fort caractère aussi, parce que vraiment il s'en prend plein la tête. Il est un peu désavoué, mais il est maintenu.
et il se bat et il accouche du Resident Evil 2 qu'on Il est très connaît. bon, Camille. C'est lui les caméras. Ouais. Et on lui doit ça, ces angles de caméra fixes qui te foutent bien la pression. Donc il est très très bon, Camilla. Ah ouais. Alors on a un Resident Evil 2 qui, moi, à l'époque, m'avait un peu laissé sur ma faim et pourtant qui est un des préférés des joueurs. Ce qui me dérangeait un petit peu, c'est que moi, j'aimais énormément le côté huis clos, manoir du 1. Et là, on sort de cet environnement. En même temps, j'étais super hypé parce que je me dis, dans un commissariat, dehors et tout, on s'attend peut-être à plus d'action. Est-ce que pour vous, entre le 1 et le 2, et le 3 qui va aussi sortir par la suite, on peut faire le lien entre les trois, il y a une évolution, il y a un changement majeur ou pas encore ? Il y a un petit changement, oui, il y a quand même une évolution. On tend un peu plus vers l'action, notamment avec Nemesis. Nemesis, quand même, tu te retrouves donc effectivement plus à l'extérieur, justement. Tu passes dans le commissariat, qui est donc vraiment le lieu principal du 2, mais tu es aussi et surtout dans les rues de Raccoon City, et tu as ce monstre gigantesque qui te court après en hurlant « Stars !» parce que son obsession dans la vie, il a été créé pour détruire les stars, c'est une âme biologique tellement folle, ce Némésis, et là tu as la pression parce qu'il casse les murs, il te colle aux fesses. Là on est vraiment dans de l'action pour moi, mais le jeu garde quand même son charme avec les énigmes, etc. Pour moi c'est ce qui est le plus important, les énigmes, l'ambiance quand même est là. Le 2, on allait un peu plus vers l'action parce qu'on avait aussi Mister X, mais on restait quand même, je trouve, assez proche de l'ambiance du manoir Spencer dans ce commissariat, qui est un musée d'ailleurs à la base, et où on a quand même, mine de rien, on est confiné aussi, j'ose pas utiliser ce mot en ce moment, mais où on se retrouve quand même confiné dans un lieu fermé. Finalement, on est assez peu en extérieur. Ils ont rajouté ce background, en fait, le fait de dire que le commissariat a été construit dans un musée, ça justifiait le fait qu'il y avait autant d'œuvres d'art, autant de puzzles. Donc le background expliquait. Donc c'était pas forcément une facilité d'écriture. Au fil cette année, de la richesse à l'univers, un Raccoon City, c'était vraiment chaque endroit que tu visitais avait du background. Tu ouvrais des caisses pour trouver des munitions, tu trouvais des documents et ça te donnait beaucoup de background sur les persos. Très important, c'est une chose sur laquelle je voulais venir, c'est qu'il y a plein de notes qui sont laissées par les différents habitants de Raccoon City, les policiers du commissariat, il y a les scientifiques du manoir Spencer, et ces éléments texte, c'est-à-dire que c'est des notes, etc., qu'on va lire. Ça va participer à l'ambiance, ça va participer au fait qu'on va se projeter dans ce qu'ils faisaient, que ce soit dans les expériences ou même dans la transformation parfois des gens, parce que quand ils vont devenir zombies, ils vont écrire un petit peu comment ils vivent cette transformation. Ça aussi, c'est Resident Evil. Ouais. Ça aussi, ça fait partie. Il y avait une scène dans le manoir, c'était vraiment où là, t'as l'impression que Mikami, c'est un chat qui joue avec toi et toi, t'es sa souris en fait. C'est-à-dire que tu lis une note comme ça, tu vois le truc, ouais, je vais pas bien, je sens que ça va être compliqué, blablabla. Tu lis le truc, il fait ok, il se transforme en zombie. Et derrière toi, paf, le placard qui s'ouvre, le zombie qui te saute dans le dos, fait. C'est lui. D'où l'art de la contextualisation. C'est de la pure mise en scène. Et les notes, au fur et à mesure, c'était de plus en plus décousues. J'ai faim, gratte, tu sais, et ça te mettait quelque part dans une espèce de malaise. La folie qui s'empreignait de... Et c'est très triste, même après, je pense qu'on y reviendra à la version GameCube, avec l'ajout de l'histoire de Lisa Trevor, et qui est tragique, et ils ont vraiment raconté, en fait, ça raconte vraiment une histoire. Si tu te penches, même sur les dossiers de Wesker, si tu te penches un petit peu sur tout le lore de Resident Evil, en vérité, c'est beaucoup plus qu'un nanar. Non, mais attention, Resident Evil, c'est un univers, on le rappelle, c'est une saga, et d'ailleurs, c'est... Génération Resident Evil, ton bouquin, Bruno, il porte bien son nom parce que on a tout un univers vraiment qui se tient, j'ai envie de dire, dans les épisodes canons de la saga, parce qu'on a eu des tas d'autres épisodes. Je vous le dis tout de suite, on n'aura pas le temps d'aborder les rail shooters, etc. 26 jeux, là. Voilà. Mais sur les épisodes canons, c'est très important, c'est vraiment un univers, et Capcom a voulu garder ça au fil du temps. Oui. Et là, il va y avoir une rupture, on parle du 2, du 3, on est obligé d'avancer, il va y avoir une rupture avec Resident Evil 4. Oh là là. Alors, on n'est plus sur PlayStation. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe, Bruno ? Pourquoi on arrive à Resident Evil 4 ? Alors, c'est pour faire très vite, c'est qu'il y a cette trilogie PlayStation. Il y a Code Veronica sur Dreamcast. Incroyable. Qui est incroyable, ah oui. voilà. Mais qui est, on va dire, différent. Oui, il est à part. Voilà. Oui, mais pour moi, c'est un peu le vrai Resident Evil 3, parce que voilà, c'est un peu trop long à expliquer, mais en fait, le Nemesis, le 3, donc PlayStation, a été vraiment fait pour faire patienter les fans, et seuls les épisodes à l'époque PlayStation pouvaient être numérotés. Donc il est un peu...
Voilà, Moi, c'était une Nemesis, grosse déception, le 3, je vous le dis. c'est un peu un add-on. À l'époque, grosse déception. En fait, le 3, très rapidement, il est fait pour faire patienter les joueurs. Il n'est pas prévu. Et tu sens que c'est limite un ajout aux deux. Oui, C'est dans les mêmes lieux. C'est un add-on, voilà. Pareil, Mikami a encore foudrage parce que lui, il préparait autre chose. Et Il est toujours énervé. On l'impose. Voilà. Ah, mais toujours, Le mec est il est toujours toujours- énervé. Trop Oui, de rage en lui, voilà. ouais. Faut être zen Ça doit pour être travailler avec lui. Voilà, parce que normalement, même le concept de Nemesis, c'était pour Code Veronica. Normalement, enfin voilà, il y a plein de choses qui bifurquent comme ça. Et le 4, il y a un deal avec Nintendo qui se fait parce que Mikami, à ce moment-là, fait autorité chez Capcom. Il fait un peu ce qu'il veut. Vu c'est lui qui ramène la série la plus lucrative, donc voilà, il fait un peu ce qu'il veut. Et donc, il y a un deal avec Capcom avec plusieurs jeux, le fameux Capcom 5, mais pour la faire très rapide, Resident Evil 4 fait partie de ce deal et, à la base, doit être une exclue GameCube. Et est censé... alors voilà, pour aller très Donc, vite... dans le Capcom 5, il y a Beautiful Joe, Beautiful Joe, Okami. il y a Okami, il y Ça a... a foiré, le Voilà. Capcom. Voilà, il y a PN 03, il y a un jeu qui est annulé. Donc, c'est 5 jeux Capcom développés uniquement sur GameCube. Voilà. Et la genèse de RE4, elle est folle. Le RE4 qu'on connaît, c'est la 6e version, en fait, d'RE4. Au début, il travaillait avec Mikami, Kamiya, Shinji Mikami. Kamiya va aller encore trop dans l'action, ça va donner Devil May Cry, voilà. Alors ça, c'est intéressant, on s'y arrête vraiment 2 minutes, Oui, mais oui. une des premières versions de Resident Evil 4, en fait, c'est Devil May Cry. C'est Dante, Voilà, quoi. c'est Dante. Ça ça. permet de prendre un peu de recul pour ceux qui Voilà. pensent que c'est trop action à RE4. À la base, ça devait être Complètement. Devil May Cry. Le héros devait Complètement. s'appeler Tony, mais c'était Dante, le physique c'était Dante, ça devait se passer dans un château très gothique. Et pareil, voilà, Kamiya part encore dans ses délires d'action. Et là, Mikami lui dit non, on va pas faire ces Resident Evil, mets ton idée là. Voilà, elle me plaît beaucoup. Donc il la met de côté. Voilà, et pour là tu Devil. vas aller bosser DMC. tu vas aller bosser là-dessus. Voilà, parce que Kamiya devait s'occuper des RE4 à la base, mais voilà, donc il va faire de Devil May Cry. Il y a d'autres versions, pareil, les vidéos tournent sur YouTube. la La fumée, Castle version. Voilà, La Castle version, elles sont elle est toutes géniale. magnifiques en plus, Les hein, poupées, vraiment. le mec au crochet, voilà. Voilà, tantôt des entités fantomatiques, tantôt avec une sorte de nébuleuse tentaculaire. Enfin, il se passe plein de trucs. Et donc, on attend à chaque fois un nouveau Resident Evil 4. Et un jour est dévoilé via le magazine américain Game Informer cette version avec des séquences du village qui met une claque à tout le monde. Et Resident Evil 4 renverse complètement la table parce qu'à l'époque, parce qu'il y a eu le 0, tout ça, les gens commencent à Il y avait le critiquer. Rebirth aussi. Il y avait, voilà, Entre-temps, En 2001. 2002. 2002, voilà. Le Sur GameCube. remake Le remake. sur GameCube, tout à fait. Magnifique. Mais le 0, qui est pas mauvais, qui est très honnête, vraiment, côté public et critique, on commence à dire, bon, là, vraiment, ils s'endorment un petit peu. La série tourne en rond. Et c'est dommage. Petite Ouais. parenthèse, très dommage, parce que là, as vraiment c'est le début de l'histoire, en fait. Resident Oui, Evil 0. Zéro est très sympathique. Hein, Il est vraiment, très sympa, t'as Deux Billy et personnages, Rebecca, tu switches. entre les deux, et puis surtout, temps réel, ouais. t'apprends vraiment comment on en est arrivé là du côté de chez Umbrella, Voilà, avec James On Marcus. t'emmène au En centre termes de de formation background, c'était d'Umbrella. intéressant. Et puis, Exactement. en termes de gameplay, tu avais des nouvelles énigmes parce qu'il fallait jouer avec le fait qu'en temps réel, on switchait avec les deux personnages qui Tout à permettaient fait. de faire des énigmes à deux, des puzzles, C'était très, des choses. c'est- Ça a changé un peu. Ouais, mais c'est vrai qu'il est un peu mal aimé le 0 en fait. Quoi. Ouais. Il est un peu mal aimé. Mais peut-être parce qu'il n'est pas à la hauteur techniquement, j'ai envie de dire, et on s'attendait peut-être à plus. Bah, il est magnifiquement bon en Il est plus, beau, mais C'est un voilà, des plus beaux. il... Il y avait un élément peut-être qui a joué, c'est que il y avait un élément de gameplay. Très vite, en fait, on a des coffres dans le manoir qui communiquent tous entre eux, ce qui fait qu'on peut stocker du matériel pour mettre de côté le fait qu'on ait des emplacements limités dans son inventaire. On stocke du matériel et à un autre endroit de la maison, on pouvait récupérer le matériel qu'on avait mis dans un autre coffre. C'était magique, tu vois. Bah, ça a toujours été le cas, hein, les coffres Et- communicants. Mais pas dans le des- zéro, des- Et justement. dans le 0, il n'y a pas de Il y a coffre. pas de Et en fait, coffre. Et là, on pouvait mais poser voilà. ces objets au sol. Et ce qui se passait, c'est qu'on passait beaucoup de temps à faire duel des ménageurs, c'est-à-dire qu'on remplissait son inventaire, on traversait le manoir, on se vidait complètement son inventaire, on C'est retournait pour ça sur que je ses dis objets. techniquement, ça tient On pas. perdait est trop beaucoup de temps à classique, faire en fait. ça, quoi. C'est ça. Il Il n'y a est pas de trop Ça révolution. ressemblait beaucoup au manoir Spencer, Voilà, le centre la- d'entraînement. Bon. la Mais première revenons partie- sur Resident Evil 4. Voilà, parce donc qu'il Resident nous reste Evil très peu de 4, temps, en fait, malheureusement. voilà, il renverse la table. Il renverse la table et c'est juste une révolution pour la série. C'est une révolution pour le jeu vidéo, une nouvelle, puisque là, c'est Resident Evil 4 qui va dessiner les grandes lignes du third-person shooter moderne. La caméra à épaule, pas mal de choses qui sont instaurées. Et il a je trouve, ce génie que n'auront pas donc, le 5 et le 6 d'apporter de l'action, mais il fait quand même peur, Resident Evil 4. Il y a des grands moments de tension. C'est un grand 8, en fait, où tantôt tu as de l'action, tantôt tu as des scènes terrorisantes.
il mixe un peu tout ça. Là, on est dans du Blair Witch. Ça s'inspire aussi d'un film de Romero qui s'appelle The Crazies. Aussi, il y a plein de choses. Et pour moi, c'est le plus grand jeu de Shinji Mikami, en fait. Resident Evil 4, c'est un exemple de rythme, c'est un exemple de mise en scène. C'est un chef-d'œuvre. Il a renouvelé son genre, en fait, Mikami. Il a réécrit les codes de RE avec RE4. Et il a fallu un changement de génération, même s'il y avait la Dreamcast pour Code Veronica. La GameCube lui a permis aussi d'obtenir certaines spécificités qu'il attendait. Et pour reparler de Romero, on n'a pas précisé quelque chose. C'est que, malheureusement, on n'a plus énormément de temps, mais chose quand même assez cocasse, c'est que Romero était prévu pour réaliser le film Resident Evil, mais il a été recalé. Il s'est fait jeter. Il s'est fait jeter, et puis il a réalisé une bande-annonce pour Resident Evil. Pour le 2, voilà. La version japonaise. La pub japonaise. C'est déjà pas mal. Ouais, mais c'est un peu ingrat, j'ai envie de dire. Oui, alors qu'il a tant inspiré la licence, exactement. c'est dommage. Alors, on voit le 4, Révolution. On va passer maintenant sur l'influence de Resident Evil dans le jeu vidéo. Alors, on a évoqué tout à l'heure certains jeux qui ont été inspirés par Resident Evil. On le rappelle, le survival, c'était un genre qui n'existait pas de par ce terme. Le jeu d'horreur existait, mais Resident Evil va amener vraiment une bouffée d'oxygène, j'ai envie de dire, et va apparaître d'autres jeux, on va dire, pas forcément similaires, mais dans l'horreur, dans la pression, dans l'angoisse. Quels sont ces jeux ? On a déjà... alors, on reste du côté de chez Capcom, Shinji Mikami et compagnie, mais on a aussi Dino Crisis. On n'en a pas parlé, mais c'est vraiment du Resident Evil Jurassic Park, en Jurassic Park. Non, mais c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais il y a énormément de Resident Evil dans Dino Crisis. Et pour moi, c'est le jeu qui s'en est le plus inspiré. Après, il y a eu plein d'autres jeux d'horreur qui sont arrivés, mais assez différents. On ne peut pas comparer, par exemple, Resident Evil et Silent Hill. C'est pas le même type de peur. Silent Hill, c'est beaucoup plus psychologique. Mais il y a quand même cette impulsion, en tout cas. De réaction A. Voilà. C'est-à-dire que Konami et Capcom, c'était des grands rivaux. Si Silent Hill existe, c'est parce qu'il y a Resident Evil. C'est-à-dire que, justement, le but de Silent Hill, c'était donc excellente série aussi, c'était de prendre le contre-pied. Dans Resident Evil, c'était de se différencier parce que quand Resident Evil sort, les premiers épisodes, et comme l'avait fait Capcom avec Street Fighter 2, il y a qui avait lancé la mode des jeux de baston, tout le monde veut son jeu d'horreur, tout le monde veut son survival horror. Comme il y a eu Mortal Kombat pour Street Fighter 2. Et là, tu as des Deep Firch du côté de chez Sega, tu as des Galerian sur PlayStation, enfin tout le monde s'engouffre dedans. Et donc Silent Hill, c'est un peu une réaction à ça. Mais à ce moment-là, tout le monde veut son survival horror, veut son jeu d'horreur, et tout le monde s'y met ou presque, quoi. Et Silent Hill, plus ou moins de brio, quoi. Voilà, Silent Hill, c'est une saga qui mérite son dans la légende, d'ailleurs. Tellement. Vraiment, pour moi, il y a Resident Evil et Silent Hill qui arrivent à cohabiter ensemble dans ce domaine de la peur. Somme toute assez différentes. Mais pourquoi c'est intéressant de parler de Silent Hill ? Parce que là aussi, il y a une inspiration cinématographique qui est très forte. J'ai envie de dire The Fog, par exemple, de Carpenter. On peut citer énormément. L'échelle de Jacob. Et l'échelle de Jacob, qui a été très, très important, même pour Resident Evil, sur certains épisodes. C'est vrai. Donc il y a vraiment... Le cinéma est indissociable. Et on n'aura pas le temps, malheureusement, d'évoquer, enfin malheureusement ou heureusement, les films Resident Evil. Oh, dommage. Et pourtant, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je pense que peut-être qu'on se fera un complément juste sur les films, parce que ça amène beaucoup de choses quand même là-dessus. Il y a une saga qui... Enfin, moi, je garde le premier et le deuxième. Après, le reste... C'était tellement pas respectueux de la licence, mais ça a très bien marché. Ils ont pris le concept, ils ont fait leur vie, ils ont pris les personnages. Pour moi, ça me fait penser à Enfin, voilà, ils ont pris les noms de personnages, ils ont pris des acteurs qui ressemblent à Vaguement, et puis ils ont dit, allez, on fait notre vie avec... et puis l'histoire, vaguement aussi. Vaguement l'histoire. Vaguement, il y a des zombies. Il y a Umbrella, il y a des zombies, allez, vas-y. C'est bon, c'est Resident Evil. Et tire sur tout ce qui... Non, mais voilà, après, c'est du divertissement, ils ont fait énormément d'argent, ça a marché, ils ont fait 6 ou 7 films, je sais plus. 7, je crois. 7 films plus de bébés, parce qu'après, Mila Jovovich, voilà, ça, il y a eu mais par contre, il y a eu des bonnes adaptations en animation. J'ai beaucoup aimé, moi. L'animation, contrairement au film, justement, ça s'inscrit complètement dans... tu parlais d'épisodes canon, non canon. En fait, quasiment tous les épisodes sont canon dans Resident Evil. Il y en a qui se passent
Même les rail shooters entre les épisodes, même les rail shooters, Dark Side Chronicle se passe par exemple où tu vois Léon qui est avec Krauser. Ils vont en Amérique du Sud, ils font les trucs ensemble, tu les vois combattre côte à côte. Donc ça s'inscrit vraiment entre les épisodes, il se passe des choses. On va faire des spin-offs pour montrer ce qui se passe entre les épisodes. Il y a Resident Evil Gaiden sur Game Boy Color, qui est anecdotique, où celui-là, il n'est pas canon parce qu'il se passe des choses à la fin qui laissent entendre qu'il y a des personnages qui meurent alors qu'on les revoit plus tard dans la saga. Donc, il y a très, très peu d'épisodes qui sont non canons. Et les films Même les d'animation... révélations, d'ailleurs, sont considérées comme... les révélations sont carrément intégrées. Le premier, c'est les prémices du BSA pour Resident Evil 5. BSA, Le Révélation 2, enfin, voilà, on rejoue Barry, en plus, c'est génial. Claire Redfield aussi, Claire Redfield, mon personnage préféré, quoi. Voilà, Claire Redfield, elle fait de la moto, elle tire sur les zombies, comment ne pas l'aimer, enfin voilà. Et donc les films d'animation s'inscrivent dans la même technique de mise en scène, c'est-à-dire qu'on va faire des éléments qui se passent entre deux jeux et on va comprendre pourquoi il s'est passé ça, ceci, cela. Léon, par exemple, qui va dans un aéroport, il y a une invasion de zombies, il se passe des choses et ça va nous amener au jeu d'après, et on étend le lore et tout le background. Le prochain film en CGI, la prochaine série sur Netflix, c'est avec Claire et Léon, et ça se déroule 2 ans après Resident Evil 4, justement. Et il y a le reboot, on le voit ici. Et il y a le reboot des films également qui arrive, sans Mila Jovovich. Avec Joan Roberts, Après, il faut prévenir les gens qui veulent regarder ces films-là, c'est... Action. Oui. Il y a du gunfight un peu. Alors ça ressemble plus à l'épisode 5 et 6, d'ailleurs, qu'on apprécie beaucoup. Voilà, qu'on apprécie dans Vendetta, il y a des gunfights qui sont encore au-dessus. Juste, il faut dire un mot quand même très important sur un épisode qui mérite, avant de parler de Village, qui arrive très bientôt. Il mériterait ça dans la légende à lui tout seul. Avec impatience. Mais Resident Evil 7, c'est une claque incroyable qui, à l'instar du 4, va venir rabattre les cartes encore une fois. Encore une fois, on revient en survival horror. En fait. Et on arrive en vue FPS. C'est ça, en vue FPS, en casque VR. Tu parlais de prendre une claque. Moi, j'ai encore la joue qui pique. Je suis sûr, Alors, VR, réalité virtuelle pour qui est jouable. Moi, j'ai jeté mon casque à un moment donné. Pour être très honnête, je jouais tellement j'ai eu peur. La mise en scène était pensée pour le casque. Il y avait les ennemis sans armes qui te menaçaient, qui approchaient le couteau du visage. La mise en scène était prévue pour ça. Des boss qui traversent une fenêtre avec leurs bras, qui s'étendent et qui viennent te choper pour te jeter dans l'escalier. C'était pensé pour la VR. La vue à la première personne fonctionne très bien pour le survival horror, même si les premiers Resident Evil, on est habitué à voir les personnages qu'on incarne. Là, pour le coup, on incarne un personnage, Ethan Winters, qu'on va retrouver dans le 8, qui est un petit peu plus effacé, on va dire, qu'on ne connaît pas au début de Resident Evil 7, et ça fonctionne très très bien. Mais moi, ce que j'ai trouvé... C'est un peu une victime. C'est un peu une victime. Et dans le 8, ça a l'air de continuer d'ailleurs, même s'il a pris un petit peu de la bouteille. Mais ce qui est intéressant pour moi dans RE7, c'est la famille Baker. Pour moi, ils ont réussi à ramener vraiment des personnages qui ont du relief, en fait, et toute la séquence dans la maison de la famille Baker est exceptionnelle, avec ce Jack Baker qui te poursuit, qui casse des murs, un peu à la manière de Nemesis, justement. Complètement, tu sais pas d'où il va arriver à un moment donné. Et là, l'inspiration cinématographique, je suis désolé d'en revenir encore là, mais là, on a Massacre à la tronçonneuse. Détour mortel aussi, et inspiré lui-même de Massacre à la tronçonneuse. Mais on a vraiment ce genre de film. Comment Capcom on est arrivé à se dire, le 5 et le 6, ça a été des semi-échecs ou ça a été quand même des succès? Non, c'est des gros succès. Bien marché. Le 5 à ce jour est toujours l'épisode le plus vendu de la saga. Moi, je l'aime bien le 5. Après, tu trouves le 4, après, tu trouves le 6, et après, justement, le 7 qui a vite. Non, mais en fait, c'est parce que le 5 et le 6 ont été des cartons, mais incroyables, mais la grogne des fans, la grogne des habitués, et de la presse aussi, qui commence un petit peu à râler. Chez Capcom, on en prend vraiment conscience, et en plus haut lieu, on se dit, c'est réunion de crise, il faut repenser Resident Evil, quoi. Et on arrive donc à cette vue FPS. Alors, ce qui est marrant quand on sait qu'à la base, c'est ce que Mikami voulait faire pour le 1. Ça faisait longtemps que je ravançais pas à tâtons comme ça dans la maison des Baker. C'est extraordinaire. Chaque pas, on est terrorisé. Et l'écriture a pris vraiment en qualité, quoi. On sent que l'écriture il y a toujours un esprit série Z assumé et de qualité dans Resident Evil. Mais là, il y a quand même un upgrade. Il y a une upgrade dans l'écriture. Les personnages sont très bien racontés. Sur le 1, il jouait sur le côté un peu... série Z, c'était avec assumé, le jeu des acteurs. Mais fait avec amour, quoi. Quand un peu nanar. un zombie, fait « What is it ?»
Fais un effort quand tu joues. Non, c'est dans le délire, en fait. C'est vraiment c'est ça. Alors ça, tu sais que c'était fait exprès, parce qu'en Voilà, fait, tout à fait, Mikami voulait... Et on va conclure là-dessus. Voilà, il prononce un anglais très scolaire pour que les Japonais soient pas perdus. Et Donc, c'est pour ça que ça n'a pas été traduit, ça n'a pas été doublé en japonais. ils avaient essayé, uniquement en anglais. Mikami, comme d'hab, à râler et ils ne trouvaient pas ça bien. Très bien. Mais t'as Mikami justement sur le village qui est sur en VR, donc qui était pas du tout dedans. En fait, lui, il était parti chez Bethesda, il a fait un tout petit jeu, The Evil The Evil Within, Within. voilà. Très inspiré de RE4 d'ailleurs. C'est un Voilà, hommage à RE4. En gros, c'est un mix entre Resident Evil et Silent Hill pour moi, quoi. Vraiment, c'est un truc C'est- à oui, mi. il est Mais très ça, barré. ça sera Très une autre barré, histoire, mais pour dire que Mikami est Non, sorti. on va faire 2 heures, on va faire 2 de heures. la boucle. Faisons En 2 tout heures. cas, merci. Et je conseille à tout le monde, et je pense que vous avez conseillé comme moi, aux gens de faire Resident Evil 7 avant de tester peut-être le 8. Merci beaucoup pour cet agréable moment autour de la saga Resident Evil. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la légende.